Il y a quelque chose qui change profondément dans les relations modernes. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens le ressentent sans vraiment savoir comment le nommer. Parce qu'aujourd'hui, les relations semblent plutôt lourdes, plus compliquées, plus fragiles. Et les gens veulent toujours de l'amour. Peut-être même plus qu'avant. Mais les attentes autour de l'amour ont changé. Aujourd'hui, une relation n'est plus seulement censée offrir de la compagnie ou de la stabilité. On attend maintenant d'elle qu'elle nous fasse sentir compris, validés, émotionnellement en sécurité, désirés, inspirés, soutenus, guéris et connectés à nous. Et tout cela à travers d'une seule personne. Alors la question devient presque inévitable. Demandons-nous trop aux relations d'aujourd'hui ou plus précisément, demandons-nous à une seule relation de porter un poids émotionnel qu'aucun être humain ne peut réellement porter ça. Bienvenue dans un Hacks en français. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Michaela et je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui encore une fois dans un nouvel épisode de Love Hacks. Aujourd'hui nous allons parler du poids émotionnel, entre autres choses, sur les relations que nous avons ici de nos jours, les relations un peu plus modernes que celles qu'on avait avant. Je pense qu'une grande partie de l'épuisement amoureux moderne vient de là. Les relations sont devenues émotionnellement surchargées. Avant, on avait tout un système derrière nous. Nous avions aussi beaucoup de besoins humains qui étaient répartis par ailleurs, qui nous aidaient. Il y avait ce support, on va dire, dans la famille, dans la communauté, aussi dans nos amitiés, aussi dans nos besoins spirituels, nos religions, nos soutiens spirituels avec les prêtres dans les cas des catholiques. Et nous étions tous prêts à avoir des conversations. C'était un peu comme un psychologue, on va dire. On avait aussi les espaces sociaux où on se réunissait avec plein de monde, où on pouvait discuter des choses et avoir des conversations. Et dans le collectif. Mais aujourd'hui, une énorme partie de ces besoins est concentrée seulement dans une seule personne, dans notre couple. Et j'avoue que c'est compliqué parce que ça crée quand même une pression immense dans notre partenaire et sur nous-mêmes. Parce qu'on cherche que notre partenaire soit capable d'être tout ce dont nous avons besoin. On veut qu'il soit notre soutien émotionnel. On veut être capable de tout lui dire, d'être compris et pas être jugé. Et c'est normal, puisque c'est notre partenaire. On ne veut pas être jugé par notre partenaire. Mais des fois, le fait qu'il donne son avis peut nous faire sentir jugés, même quand ce n'est même pas le cas. Et évidemment, ça nous crée des problèmes. On veut aussi que notre couple, notre partenaire, soit notre meilleur ami. De la même manière qu'on veut aussi de sa part une validation constante. On veut le soutien émotionnel dont nous avons besoin à chaque minute, n'importe quel moment de notre vie, peu importe ce qui se passe autour de nous, on a besoin que cette personne soit notre support émotionnel. On veut aussi que cette personne soit notre meilleur ami et notre confident, un partenaire avec qui on va partager toute notre vie. On veut aussi
qu'il soit capable de nous aider à résoudre plein de choses comme si c'était un coach. Et on veut aussi une connexion super profonde, une stabilité et une passion constante. Et honnêtement, cela peut devenir impossible à soutenir pour notre partenaire et pour nous, puisque nous sommes cette personne pour notre partenaire. Et nos attentes, des fois, sont un peu compliquées et irréalistes. Et c'est pour ça que beaucoup de relations s'effondrent, mais pas parce qu'il n'y a plus d'amour. Elles s'effondrent parce que le niveau d'attente émotionnelle devient trop lourde pour deux êtres humains imparfaits. Et on doit le comprendre. Ça complique tout. On ne peut pas demander tellement de choses à notre couple et à notre partenaire. Avant, comme je vous disais il y a quelques instants, nous avions un système de support. On avait la famille, on avait les amis, on avait notre guide spirituel, où on allait à l'église, où on parlait au prêtre. Mais maintenant, on n'a plus ça. Et même si on l'a, on ne l'utilise plus de la même manière. Et c'est pour ça que nous avons aussi autant de problèmes. Parce que on ne peut pas, d'une certaine manière, demander à notre partenaire d'être notre soutien et le responsable de la façon où nous avons besoin d'être littéralement validés, vus, écoutés. Nous avons besoin de plusieurs personnes pour nous aider. On ne peut pas tout mettre sur le dos de quelqu'un. La solitude dans les relations, c'est paradoxalement quelque chose d'assez intéressant aussi. Nous vivions dans une époque où les gens peuvent être constamment connectés, partout, tout le temps, dans nos téléphones, dans nos ordinateurs portables, dans le café, dans la rue, dans le bus, dans le métro, absolument partout. Et mystérieusement, on se rend compte qu'on est profondément seul, même si on a des connexions partout, même si on peut parler avec des gens 24 heures sur 24. Je pense qu'une des formes de solitude les plus douloureuses aujourd'hui, c'est d'être avec quelqu'un et de sentir quand même émotionnellement seul. Je veux répéter ça, d'être avec quelqu'un et de se sentir émotionnellement seul. On peut partager notre maison avec quelqu'un sans vraiment être présent. Parce que, par exemple, on est là avec notre partenaire, en couple, assis l'un à côté de l'autre. Peut-être dans la cuisine, peut-être dans le salon. Et nous sommes là en face l'un de l'autre, sans parler. Chacun dans son téléphone. Un, je sais pas, il vérifie ses mails. L'autre, peut-être dans Instagram. Ou peut-être l'autre en train de parler avec sa mère ou avec son père ou avec des potes. Du foot, par exemple, maintenant que la Coupe du Monde arrive. Et on se rend compte que, oui, on est ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble du tout. On est dans la même pièce, mais on n'a plus du tout de communication. Et on n'est pas vraiment présent dans la vie de l'un de l'autre. Quelqu'un peut vous répondre sans réellement vous écouter. Et c'est là où il y a les mauvais malentendus, où on se rend compte que nous avons demandé quelque chose à notre partenaire, on lui a dit qu'on allait faire quelque chose, n'importe. Et il arrive le lendemain, on va dire qu'on lui a dit qu'on allait aller dîner avec des amis, ou qu'on allait voir une amie, comme vous voulez. L'exemple, prenez celui qui vous plaît le plus. Et le lendemain, donc, vous partez à votre rendez-vous. Et il rentre
où elle rentre. Et elle commence à vous appeler, ou il commence à vous appeler en se demandant où vous êtes. Et vous lui dites, mais je te l'ai dit hier que j'allais dîner ou voir ma copine à tel endroit. Je t'ai demandé si ça te posait un problème et tu m'as dit non, que c'était pas, il n'y avait pas de souci. Comme d'habitude, tu ne m'as pas écouté. Et c'est là où on se rend compte qu'on parle tout seul en fait. Parce que oui, effectivement, il vous a répondu. Mais il ne vous a jamais vraiment écouté. Il était trop attentif ou il était trop attentif à ce qui se passait dans son téléphone. Et donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on peut être physiquement proche, mais émotionnellement absent. Et je pense que cela devient de plus en plus fréquent parce que beaucoup de personnes vivent dans un état de distraction permanente. On est toujours dans les téléphones, les notifications, le stress, les réseaux sociaux, une surcharge mentale énorme. Et l'intention, notre attention, est fragmentée en permanence. Et le pire, c'est qu'on n'est jamais vraiment attentif à rien du tout ce qui se passe autour de nous. À rien de ce qui se passe autour de nous. Et l'intimité commence lentement à disparaître dans notre couple. Et les relations en concurrence sont constamment en train de lutter avec nos distractions. Aujourd'hui, les relations doivent rivaliser avec quelque chose de très puissant. La stimulation constante que nous avons autour de nous. Avec nos téléphones, si on se rend compte, on passe énormément de temps et on perd aussi énormément de temps. On va dire, on passe beaucoup de temps en regardant Instagram, à envoyer des blagues, à envoyer des mimes, à s'envoyer des vidéos qui nous font rire. Et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Mais c'est quand même une stimulation. Sinon, c'est pas Instagram, c'est les comparaisons qu'on fait avec la vie des autres, etc., etc. Et les algorithmes font que notre téléphone nous montre de plus en plus d'informations qui, soi-disant, nous intéressent et nous font perdre encore plus de temps autour de ces informations et nos comparaisons selon l'avis des autres ou peut-être notre idée de passer toutes les choses rigolotes à notre groupe de copains et on perd beaucoup de temps. Et effectivement, les algorithmes donnent toujours des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses, beaucoup plus de nouvelles choses, beaucoup plus intenses, excitantes. Et effectivement, cela change aussi notre manière de vivre l'amour. Beaucoup de gens deviennent émotionnellement impatients. Si quelque chose semble calme, ils pensent que c'est ennuyeux parce que effectivement, une personne ne peut pas passer sa vie à tourner aussi rapidement qu'un algorithme ou qu'une application où elle est capable de vous montrer 350 000 choses en moins d'une heure qui peuvent être drôles ou intéressantes pour vous. Une personne n'a pas cette capacité. Si une relation devient stable, on pense tout de suite que la passion disparaît. On a déjà parlé de ça. La stabilité, comme elle n'a pas de haut et de bas, ni de choses qui nous font être impatients ou être anxieux, ben ça nous rend un peu ennuyeux parce qu'on ne voit rien. On voit rien de nouveau, on voit rien d'excitant, on voit rien de nouveau. C'est flat, comme on dirait. Et comme il n'y a rien qui vraiment change, puisque c'est très stable, on a l'impression que la passion disparaît. Mais comme je l'ai toujours dit, imaginez-vous avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 365 jours de l'année, des bruits de feux d'artifice dans votre vie. Ça serait insupportable. Et avoir l'idée qu'une relation peut être comme ça deviendrait aussi quelque chose de super fatigant. Et si une connexion demande du travail émotionnel,
ils se sentent immédiatement épuisés, mais avec des limites réelles et lentes. L'intimité, elle demande de la présence. Quelque chose que nous sommes en train de perdre avec nos téléphones, avec nos algorithmes, avec nos applications, avec nos ordinateurs, avec nos musiques. Elle demande aussi de la patience, quelque chose que nous avons aussi perdu un peu parce que nos téléphones nous donnent tout très rapidement. Et une personne ne marche pas pareil qu'une application ou un téléphone. Les choses ne vont pas dans le même rythme. Elle demande aussi un peu de répétition et aussi de l'écoute et une intention soutenue. Et beaucoup de personnes perdent peu à peu leur tolérance à cela. Et on la perd surtout avec les gens autour de nous. Si on n'est pas capable d'être tolérant, d'être patient, d'écouter à notre partenaire, d'être présent dans leur vie, comment voulons-nous que notre partenaire fasse la même chose pour nous? Et pire encore, si nous passons notre temps à comparer ce que nous voyons dans les réseaux sociaux avec notre vie, ça devient un véritable cauchemar. Parce que nos vies ne sont pas du tout pareilles. On compare tout le temps ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, dans nos vies. On voit des amis qui se la passent, peut-être en train de voyager, ou on a l'impression qu'ils passent leur temps en train de voyager. Mais ce n'est pas une réalité. Moi, je peux vous dire, je connais plein de réseaux sociaux qui sont faux. Des gens qui ont des fausses vies. Des gens qui font ça pour le fun. Qui s'inventent une vie et qui passent leur temps à voyager. En général, c'est des photos, c'est des montages. Ou c'est des photos qu'ils ont pris quelque part et ils les montent dans leur réseau et ils ont l'impression vraiment d'être tout le temps en train de voyager. Mais c'est une fantaisie, c'est quelque chose qui est faux. Et pourtant, on a l'impression que c'est vrai. Maintenant, on pourrait peut-être vivre au Japon et faire croire à des millions de personnes qu'on est en train d'habiter au Japon alors qu'on habite à 500 mètres l'un de l'autre. Et la réalité, c'est que nous passons tellement de temps à comparer la vie des autres à la nôtre qu'on devient aussi des êtres un peu frustrés de ne pas avoir une vie aussi cool que les autres nous montrent dans leur application ou dans Instagram ou Facebook ou allez-vous savoir l'application que cette personne utilise. Et ça fait des tensions parce que nous voulons avoir une vie comme ça. Alors que la vie est fausse et nous voulons avoir une vie comme celle de nos potes qui nous mentent. Ça pose énormément de pression sur nous et sur notre partenaire, de frustration aussi. Et au lieu de voir les bonnes choses qu'on a dans notre relation, on voit que les mauvaises. Et ça a créé des conflits, évidemment, dans notre couple. Et c'est aussi la peur à l'inconfort émotionnel. Je pense aussi aujourd'hui que beaucoup de gens ne savent plus du tout rester présents face à l'inconfort émotionnel. Le moindre conflit devient menaçant. On ne peut plus être en désaccord parce que ça devient un problème de validation et on a cette impression qu'être avec quelqu'un veut dire tu dois penser pareil que moi, tu dois être d'accord avec moi et tu ne peux pas être en désaccord avec moi. Et les relations, ce n'est pas du tout ça. On est des êtres imparfaits, on est des êtres avec qui on partage une vie. On est aussi des gens individuels qui ont grandi différemment, avec un passé différent, avec une éducation différente, avec des parents différents et avec des bagages que nous avons vécus et qui ne seront sûrement pas les mêmes que ceux de notre partenaire. Alors, avoir cette idée que nous devons passer ou penser les choses de la même manière
que notre partenaire ou que notre partenaire doit penser exactement pareil que nous et valider tout ce qu'on est en train de dire ou penser ou analyser ne peut pas être de la même façon que celle que notre partenaire va voir la vie non plus. On a besoin d'être en désaccord aussi. Il faut accepter que lorsque quelqu'un est en désaccord avec nous, ça ne veut pas dire que cette personne nous agresse ou ne nous comprend pas ou ne nous valide pas ou ne nous voit pas. Ça n'a rien à voir une chose avec l'autre. On a le droit d'avoir des désaccords. On a le droit de penser différemment. Et on doit respecter la vie de l'un et de l'autre. Une conversation difficile, elle ressemble à un danger maintenant. On ne peut plus du tout dire ce qu'on pense parce que ça peut carrément blesser l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. Une critique semble être un rejet total, même quand c'est des critiques qui pourraient être énormément bonnes pour améliorer les choses qu'on n'est pas en train de voir ou de percevoir qui pourraient être améliorées. On la trouve comme si c'était quelque chose d'insultant, de agressif, de méchant. Et c'est même pas ça. C'est justement quelqu'un qui vous donne un avis et qui pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider à être meilleur ou améliorer votre travail. Et on le prend d'une certaine façon où on est complètement offensé et complètement insulté par la critique. Alors, les gens se ferment, disparaissent, deviennent froids, coupent les liens, évitent et fuient parce que c'est plus facile. Et éviter l'inconfort émotionnel est devenu donc une presque pratique intolérable, mais une relation saine ne peut pas exister sans l'inconfort. C'est triste de devoir dire une chose pareille, mais les relations, c'est pas toujours de l'eau de rose, c'est pas toujours quelque chose de merveilleux. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a des moments de crise, il y a des moments stables, il y a peut-être aussi des moments ennuyeux. Mais c'est pas toujours la vie en rose. Une relation où deux personnes sont capables, parce qu'elles savent comment guérir après un conflit, qui savent parler après un conflit, qui savent reconstruire tout ce qui s'est passé et se pardonner et faire quelque chose de meilleur après un conflit, c'est des couples qui vont durer. Mais ceux qui ne sont pas capables de guérir après un conflit vont terminer par se détruire mutuellement. Aucune relation n'est vraiment composée de seulement deux personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Parce que nous, comme individus, on a beaucoup d'histoires derrière nous. Parce que chacun porte son histoire émotionnelle. Nous portons, chacun de nous, des histoires émotionnelles. Des anciennes blessures peut-être, des abandons, même des trahisons parfois, des relations passées, des choses qui nous sont arrivées dans ces relations passées, les peurs que nous avons eues lorsque nous étions enfants. Tout cela est dans la relation. Tout cela vient avec nos relations. Tout cela fait partie de nous et on voyage avec ça dans nos relations et tous les jours dans notre vie. Alors parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne réagit pas seulement à notre partenaire. Des fois, on réagit à ce que ce moment, ce comportement réveille en nous. Cette façon de nous répondre peut-être, cette façon de nous regarder peut-être. Elle nous fait réagir. Et ça peut littéralement déclencher des sentiments de tristesse, de haine, de colère.
en nous, mais nous sommes en train de réagir à quelque chose qui se réveille en nous. Un silence peut rappeler un abandon. Une distance peut parfois réveiller une peur ancienne que nous avons oubliée ou enterrée. Un changement peut aussi activer des insécurités que nous pouvions avoir alors que nous étions des enfants, peuvent aussi se réveiller et nous faire réveiller des peurs très très profondes. Et si nous ne sommes pas conscients de tout cela, nous pouvons punir quelqu'un dans le présent pour des douleurs qui viennent du passé. Il faut aussi comprendre que notre passé n'est pas toujours que des choses mauvaises. Il y a des fantômes que nous avons dans notre passé qui peuvent être bons et d'autres qui peuvent effectivement être mauvais. Mais tant les bons comme les mauvais moments de notre passé peuvent revenir dans nos relations présentes. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit, il me semble, dans les podcasts, que lorsque nous ne travaillons pas les choses de notre passé, elles reviennent toujours à ressortir dans nos relations du présent. Mais c'est pas tout. On a aussi les attentes irréalistes. Ces attentes où on a l'impression qu'on peut avoir des choses qui sont impossibles quasiment à trouver. Je pense aussi que les relations d'aujourd'hui souffrent énormément de la comparaison, comme je le disais tout à l'heure. Les gens en couple pensent que les gens sont parfaits ou que les couples sont parfaits, que les conversations doivent être parfaites, que le corps de notre partenaire et le nôtre doit être parfait et que tout dans les relations doit non seulement sembler être parfait, mais doit être parfait. Et les gens commencent à croire que l'amour réel devrait toujours être fluide, intense, passionné et émotionnellement extraordinaire. Mais l'amour réel est souvent beaucoup plus ordinaire que cela. Penser que nous allons avoir un amour passionnel tout le temps, c'est impossible. Et on l'a déjà parlé, les relations ne se construisent pas dans les bons moments. Les relations se construisent dans les moments où on a besoin de soutien moral, émotionnel de notre partenaire parce que nous sommes en train de passer peut-être une tragédie, peut-être un mauvais moment, peut-être une maladie, peut-être une perte de boulot, peut-être une mauvaise phase dans notre vie de couple. Mais c'est là où les couples deviennent forts, pas dans les moments où tout va bien, où tout est couleur de rose, comme on l'a déjà parlé. Et il semble parfois que, avec notre idée que l'amour est extraordinaire et complètement full d'émotions, ou plein d'émotions, nous ne savons plus reconnaître la valeur, la vraie valeur du calme émotionnel. Parce que on n'est plus du tout habitué à avoir du calme dans notre vie. On est habitué à l'intensité constante et à la stimulation des choses qui nous entourent. Autre chose qui est très compliquée et qui complique énormément les relations d'aujourd'hui, c'est l'hyper-indépendance émotionnelle. Beaucoup de personnes ont appris à ne dépendre aussi de personne, à ne pas trop avoir besoin de quelqu'un, à ne pas trop s'attacher, à toujours garder une porte de sortie émotionnelle. Et l'autonomie peut être aussi quelque chose de sain, mais ça peut être aussi quelque chose de dangereux. Parfois, cette hyper-indépendance est simplement une peur déguisée. Parce que aimer quelqu'un, vraiment, implique forcément un risque. Et on ne veut plus courir de risque.
comme on l'a déjà discuté dans ce podcast. Quand quelqu'un devient important pour nous, cette personne va acquérir le pouvoir aussi de nous blesser, de nous faire du mal, de nous dire des choses qui peuvent nous blesser et nous faire du mal. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens préfèrent contrôler la relation plutôt que de vivre cette vulnérabilité. Je pense honnêtement qu'on a isolé les relations romantiques, comme si elles devaient porter toute notre existence émotionnelle. Mais les êtres humains ont besoin de beaucoup plus que cela. On a besoin d'amitié, on a besoin d'amis, on a besoin de gens autour de nous. On a besoin d'une communauté comme avant. Avant, elles existaient, ces communautés. C'était du support émotionnel. On a besoin de ce soutien émotionnel. On a besoin d'un sens. On a besoin aussi d'une identité personnelle. Et on a besoin aussi d'avoir de liens différents. Parce que aucune relation ne peut devenir à elle tout l'univers émotionnel, comme je le vous disais tout à l'heure, d'une seule personne. On ne peut pas laisser une personne devenir le centre de notre univers. On ne peut pas laisser une personne, ou on ne peut pas penser qu'une personne va guérir tous nos problèmes émotionnels, ni tous nos problèmes, ni va être capable de remplir tous nos besoins, ni sera capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et parfois, une relation devient de plus en plus saine au moment où elle cesse d'être le seul endroit où quelqu'un cherche à exister émotionnellement. Lorsque nous avons ce soutien ailleurs, et on a beaucoup de personnes autour de nous pour nous aider à passer des moments compliqués et peuvent être aussi le soutien non seulement de notre personne, mais de notre partenaire, de notre couple, effectivement peut nous aider à avoir une meilleure relation. Autre chose qui nous fait croire que notre relation marche très bien, c'est lorsque nous pensons que parce que nous continuons à avoir des relations sexuelles avec notre partenaire, notre relation va très bien. Mais là aussi, j'ai une mauvaise nouvelle. On peut avoir des relations sexuelles sans rien sentir avec plein de gens. Et malheureusement, notre partenaire n'est pas l'exception. Lorsque nous avons perdu la connexion, qu'on ne parle plus, ou on parle très peu, comme je disais tout à l'heure, ou on s'écoute quasiment pas, et on a des conversations tellement banales que tout devient vraiment monotone et quasiment mort, avoir des relations sexuelles n'est pas un signe de bonne santé dans notre relation. Comme je vous disais, pendant que vous êtes en train d'avoir des relations, notre partenaire peut être en train de penser aux choses qu'il a à faire au bureau. Nous, on peut être en train de penser aux enfants, ou peut-être qu'on doit mettre la machine à laver, ou peut-être on est en train de fantasmer sur un acteur ou une actrice, ou peut-être on est en train de penser à quelqu'un qu'on a vu dans la rue. Il peut y avoir tellement de choses autour de nous qui nous distraient, qui nous font penser, ou même des fantasmes qui nous font passer un bon moment, que notre partenaire pourra croire en fait qu'on est vraiment en train de prendre notre pied, alors que peut-être vous êtes en train de fantasmer sur quelque chose d'autre, sur quelqu'un d'autre, ou sur une idée d'un fantasme sexuel que vous avez eu, je sais pas moi, peut-être à l'adolescence, et qui est revenu à ce moment-là. Donc, c'est très compliqué de penser, et c'est surtout très erroné de penser que si votre relation maintient des rapports sexuels est un bon signe de que votre relation marche très bien, vous pouvez être complètement en train de passer à côté de la plaque. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre.
disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Et c'est normal, puisque lorsque nous connectons plus avec la personne, avec notre partenaire, avec la personne avec qui on vit, les relations peuvent aussi devenir quelque chose d'automatique, quelque chose de normal, où on attend que ça se passe et après on dit « Ah, ça c'était bien, mon chéri, j'ai pris mon pied » et en réalité, l'autre personne, elle a peut-être rien senti ou elle est en train de fantasmer à autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Et il faut être clair sur cela. Et c'est pour ça que c'est si important de faire attention les uns aux autres, de s'écouter, de se voir, de ne pas tomber dans le piège de l'information que nous avons autour de nous. Parce que c'est marrant, maintenant que nous avons autant d'informations autour de nous, maintenant que nous avons autant d'options autour de nous, c'est maintenant que les relations deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus compliquées et de plus en plus cette sensation de solitude qui nous envahit alors qu'on est connecté de partout. Lorsqu'on y pense, c'est quand même assez marrant que nous sommes aujourd'hui plus connectés que jamais et plus seuls que jamais. Et c'est très étrange à cette époque ou à notre époque. Et c'est même ironique, je dirais, parce que nous avons ces accès à la communication à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, et beaucoup plus de connexion et de communication que n'importe quelle autre génération avant nous, et pourtant que nous sommes capables de parler instantanément à quelqu'un qui peut être en train de vivre en Australie. On peut envoyer un message à quelqu'un qui habite au Japon. On se rend compte que d'une certaine manière, les personnes sont de plus en plus seules dans leur écran. Elles ne partagent plus les pensées d'une manière verbale, en regardant la personne dans les yeux, mais on parle toujours à travers nos écrans. Et ça, évidemment, nous éloigne des connexions avec les autres. C'est un peu comme le film, je ne sais pas si vous vous rappelez le film de Wall-E, où les gens étaient carrément assis les uns à côté des autres et ils ne se voyaient plus. Et pourtant, ils parlaient avec la personne qui était assise à côté d'eux, mais ils regardaient l'écran. Ils ne se regardaient plus, ils ne se tournaient même plus à se voir. C'était des gens qui ne pouvaient même plus marcher tellement ils étaient gros, tellement ils passaient de temps devant leurs écrans à parler avec leurs amis qui étaient juste assis à côté d'eux. En se déplaçant en même temps dans les différents endroits du vaisseau spatial, hein, parce que les gens étaient plus habitués à parler et à se regarder mutuellement. Et pendant que nous sommes en train de parler avec les gens dans nos écrans, on voit quand même autour de nous passer des centaines de personnes. Et ces mêmes personnes sont en train de faire la même chose que nous. Comme je vous disais donc, ça rappelle le film de Wall-E. Et pourtant, même avec toutes ces personnes autour de nous et nos écrans, et parler avec quelqu'un constamment à travers l'écran, comme je vous disais, peut-être quelqu'un qui est en Australie, un ami à vous qui est au Japon, un autre qui, je ne sais pas, à l'île de la Réunion, vous pouvez vous parler constamment, les quatre même en même temps, et pourtant, nous continuons avec cette sensation de solitude, de solitude émotionnelle. On se sent aussi lourd, on se sent aussi déprimé, on peut se sentir aussi mal parce que nous sommes célibataires. Mais nous faisons rien pour connaître vraiment quelqu'un en face de nous, quelqu'un qui est en face de nous. Et on veut avoir une relation avec quelqu'un à travers de nos écrans. Et je pense qu'avant même d'être capable
de voir si les relations étaient parfois plus limitées ou plus rigides avant, on avait beaucoup plus de gens autour de nous. On parlait plus avec des gens qui étaient autour de nous. On les regardait, on les observait, on apprenait d'eux. Et il y avait quelque chose de très étrange. Et c'était nos voisins. On les connaissait, nos voisins. On était copains avec les voisins. On était amis avec tous les gens de notre cité ou tous les gens de l'endroit où on habitait. On se connaissait tous. Et maintenant, on est tous enfermés chez nous, devant nos écrans, en train de parler, sans vraiment connaître les gens. Et c'est triste parce que on voit au restaurant des couples ou des familles entières assises à table qui ne se parlent plus. Ils sont tous devant leurs écrans en train de parler, même étant assis les uns aux autres. Ils ne se parlent plus. Ils parlent avec des amis, ou ils regardent Instagram, ou ils font attention à Facebook, ou ils font attention à tout ou n'importe quoi, mais ils ne se font plus attention à eux-mêmes. La famille est là, réunie, autour d'une table, mais elle est là juste physiquement. Elle n'est pas présente. Elle n'est pas émotionnellement présente, et ils ne font pas attention à leur famille. Et quand je vous disais, les communautés, elles disparaissent à cause de ça. Les rencontres spontanées ne se donnent plus, puisqu'on n'est plus en train de voir les gens autour de nous. Même si on est entouré de millions de personnes, on ne fait plus attention à eux. Et la présence humaine quotidienne, elle est un peu comme un fantôme. Les gens, avant, ne dépendaient pas d'une seule chose ou d'une personne pour être capable de percevoir et de recevoir une connexion émotionnelle. On n'avait pas de téléphone, mais on était beaucoup plus proches les uns aux autres. Les seuls téléphones que nous avions, c'était à la maison et dans les cabines téléphoniques dans les rues. Et pourtant, on était vachement plus accompagnés que les gens aujourd'hui. Eh bien non, nous avons tout à la portée de nos mains. Nous étions capables aussi de travailler seuls, mais aussi de travailler en groupe. On était capable de gérer les choses tout seul, mais lorsque nous n'étions pas capables, on cherchait de l'aide de nos amis pour être capable de gérer certaines situations. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, elles travaillent seules, mangent seules, restent chez elles, on sort presque plus, ou restent chez eux. Les gens, s'ils peuvent éviter de sortir, ils sortent plus, puisque même maintenant, on peut tout faire à domicile. Si on a envie de faire des courses, les courses arrivent à la maison, on n'a plus besoin de sortir. Et comme je vous disais, et je veux être répétitif, mais c'est très important de bien comprendre pourquoi maintenant on communique tout le temps et principalement à travers un écran. Et, qu'on le veuille ou non, lentement, cela a créé une forme de solitude silencieuse parce que notre cerveau, un cerveau humain, n'a pas seulement besoin d'informations. Un cerveau humain a aussi besoin de présence, de regard, des voix, des amis, la voix de ta mère, la voix de ton père, la voix d'un ami, la voix de ton partenaire, la voix de ta partenaire. On a besoin aussi d'un contact humain réel. On a aussi besoin de moments non planifiés. Et on a aussi besoin de proximité émotionnelle réelle. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens remplacent la connexion par le contact. Et ce n'est pas la même chose. Recevoir des milliers de messages toute la journée ne signifie pas forcément se sentir vu ou une connexion. Parler constamment ne signifie pas non plus se sentir compris. Et je pense qu'une partie du malaise moderne vient de là.
Nous sommes hyper connectés technologiquement, mais émotionnellement, beaucoup de nous se sentent plus isolés que jamais. On se sent seul. Alors, demandons-nous trop aux relations d'aujourd'hui. Peut-être que ce que nous voulons est profondément humain, mais peut-être que nous demandons parfois à une seule personne de porter des besoins qu'aucune relation ne peut porter seule. Et peut-être que l'amour devient plus sain au moment où on cesse de porter la responsabilité impossible de nous sauver entièrement. Parce que aucune relation ne peut combler à elle seule tous les vides d'une vie. Aucune personne ne peut devenir notre paix, notre identité, notre guérison, notre sécurité absolue et notre unique raison de nous sentir complets. Parce que ça, c'est une expectative complètement absurde et impossible de soutenir. Personne n'est responsable de votre paix, personne n'est responsable de votre identité ni de votre guérison. Et c'est quelque chose que nous sommes obligés de comprendre parce que si on continue à chercher quelqu'un qui va nous guérir et nous donner quelque chose qu'elle ne peut pas nous donner parce que c'est quelque chose que nous devons travailler et trouver à l'intérieur de nous, nos relations vont toujours souffrir les conséquences. Personne n'a la responsabilité d'être l'unique raison de nous sentir complets. Et c'est quelque chose de très très lourd. Et beaucoup de relations commencent à s'épuiser précisément à cause de ça. Quand l'amour devient chargé d'attentes, qu'aucun être humain ne peut réellement se tenir seul, et je pense qu'aucune relation va devenir plus forte quand une des personnes croit que tout devient de l'autre. Je pense aussi qu'une relation devient plus forte quand deux personnes arrêtent d'attendre l'une de l'autre une perfection émotionnelle impossible. Quand nous sommes capables de comprendre que l'intimité ne consiste pas à ne jamais décevoir, à toujours dire la chose ou les choses correctement, ou être émotionnellement irréprochable, nos relations commencent à prendre le chemin correct et les bonnes décisions. Alors, apprenons à rester émotionnellement ouverts dans un monde qui nous pousse constamment à nous déconnecter. J'espère que ce podcast vous a plu. Je sais aussi que les derniers podcasts se ressemblent énormément, mais c'est parce que nous avons reçu beaucoup de questions et de demandes d'approfondir ce sujet un peu plus, parce que je crois que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Et donc, nous sommes en train de faire notre possible pour approfondir ce sujet. Si vous avez des doutes ou des sujets sur lesquels vous voulez parler, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et nous ferons le possible pour faire un podcast à propos de ce sujet. Je vous souhaite donc une merveilleuse soirée et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Love Hacks en français. Allez, ciao, bisous et à la prochaine. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.